À toi. Bonjour, j'y vais. Bonjour à toutes et à tous. Et puis, ben, merci déjà pour la présentation puis l'accueil dans les conférences de l'ADMEI. Là, j'ai le plaisir de vous faire une présentation sur les enjeux et les défis de l'inclusion dans les évaluations des apprentissages. Alors, c'est dans l'enseignement supérieur, plus spécifiquement. Et puis, je vais adosser mon propos sur la base d'une étude qui est en cours, qu'on mène actuellement avec une équipe de recherche qui vise à créer différents types de ressources à destination des enseignants notamment, mais aussi plus largement pour les institutions d'enseignement pour favoriser des enseignements plus inclusifs. Mais peut-être avant de présenter ou de partir plus spécifiquement dans l'étude et puis aussi dans la thématique, je me présente encore peut-être un petit peu plus rapidement. Donc, je m'appelle Muriel Martin et puis mon premier métier, c'est éducatrice sociale. Et j'ai travaillé plus de 10 ans dans le domaine du handicap. Alors, c'était autant avec des enfants, des adolescents, des jeunes adultes, des personnes âgées, vraiment avec différents types de populations et différents, je dirais, types de handicap, déficiences intellectuelles, motrices, sensorielles. Ça peut être avec des troubles associés, comme des troubles de la santé mentale, des troubles 10, troubles de l'attention. Enfin, voilà, c'est vraiment un domaine que j'ai pu pratiquer de longues années et puis qui m'a toujours intéressée. Et puis, je vais juste cliquer. Voilà. Et puis, ça fait bientôt 15 ans que je travaille à la HETSL, donc la Haute École de Travail Social et de la Santé de Lausanne, plus spécifiquement dans la filière travail social du coup. Et puis là, ben, j'ai en tant que maître d'enseignement des charges d'enseignement, j'ai des responsabilités de modules, des suivis de travaux de bachelor ou des suivis de formation pratique d'étudiants en stage. Et puis je participe aussi à différentes recherches qui sont souvent en lien soit avec le domaine du handicap, soit dans le domaine de l'enseignement supérieur. Et puis parfois, comme dans cette étude, ben, j'ai le plaisir de pouvoir un peu réunir mes deux centres d'intérêt principaux. Donc ça, c'est vraiment pour mes tâches d'enseignante, et puis dans lesquelles ben, je suis aussi, moi, en questionnement à certains moments sur ces aspects liés à l'inclusion des étudiants du plus grand nombre, confrontés aussi à des demandes spécifiques. Et puis, bah, mon autre casquette, c'est conseillère pédagogique. En fait, pour toute la HETSL, on est deux conseillères pédagogiques, ma collègue Saskia Pflegart, que peut-être certains connaissent, et puis moi-même. On a en fait, des mandats de direction. Moi, c'est à hauteur de 50% de mon temps de travail. Et puis, on tient en fait 4 pôles qui sont les 4 pôles que l'école a mis en place pour assurer le développement de la qualité des enseignements qui sont dispensés dans l'école, mais aussi la qualité ben, des expériences d'apprentissage des étudiants. Et puis dans ces 4 pôles, on a notamment le conseil pédagogique. Donc avec ma collègue, on s'occupe de coacher, d'accompagner les nouveaux collègues, mais aussi les collègues enseignants de manière plus générale, et puis les assistants d'enseignement. Ça peut être en coaching individuel ou d'équipe. On donne des formations pédagogiques et puis on donne aussi des ressources diversifiées sur ces aspects-là. Moi, je suis aussi responsable du soutien aux études. C'est tout un dispositif facultatif qu'on a mis en place avec des ateliers à choix aussi facultatifs, du coaching individuel et puis aussi des ressources qu'on a construites et puis qu'on met à disposition. Depuis aussi 4 ans, alors je cumule un peu les casquettes, mais je suis responsable du pôle e-learning. C'est en fait vraiment le pôle qui s'intéresse à l'utilisation du numérique dans le cadre des enseignements. Et puis on a finalisé une stratégie du numérique dans l'enseignement au niveau institutionnel il y a quelques mois. Et puis maintenant, on est en train de vraiment développer une cellule technopédagogique entre nous, du conseil pédagogique, et puis nos collègues de l'informatique. Donc voilà, encore un nouveau dossier. Et puis ma collègue, donc Saskia Pflegert, elle est responsable de tout ce qui est évaluation des enseignements par les étudiants. Ce qui fait qu'à nous, enfin nous deux, on a comme ça beaucoup d'informations qui nous arrivent, autant des enseignants que des étudiants. Ça nous permet aussi d'être bien en prise comme ça avec les questions importantes de l'école. Et puis effectivement, l'inclusion en fait partie. Donc voilà un petit peu pour une présentation de mes champs d'intérêt et puis de mes activités professionnelles. Et puis, du coup, je vais partir plus spécifiquement dans cette présentation, si elle veut bien. Voilà. Et ben, j'ai trouvé cette citation que j'ai bien aimée. Alors, je me suis dit qu'elle était intéressante pour débuter la présentation. La diversité et l'inclusion sont le terreau de la créativité, parce que parfois, du côté enseignant, quand on pense diversité et inclusion, ça peut aussi donner peut-être un aspect de lourdeur ou de contrainte ou peut-être de défi presque des fois trop dur à relever. Et puis, je trouve intéressant de se dire que ben, diversité et inclusion, ça peut être aussi
une source peut-être de plaisir au travail parce qu'on peut repenser un peu différemment sa pratique, peut-être enseigner différemment aussi, faire preuve un peu de créativité. Donc voilà, c'était aussi une invitation à essayer de voir les choses en termes plutôt de défis positifs dans nos pratiques professionnelles. En l'occurrence, c'est pas un grand chercheur en sciences de l'éducation qui a dit ça, parce que c'était le président général de Gucci qui a dit ça. Donc je me suis dit que tous les métiers menaient à un peu de philosophie quand même sur ces aspects importants. Et puis, l'objet de cette conférence, c'est vraiment très spécifiquement les enjeux et défis de l'inclusion dans l'enseignement supérieur, mais vraiment ciblés sur l'évaluation des apprentissages, avec cette idée de voir comment on pourrait les rendre encore plus inclusifs, ces temps d'évaluation, ces temps d'examen. Et puis pour cela, je vous propose le petit programme suivant. Je vais vous présenter l'étude qu'on est en train de mener avec cette petite équipe de recherche. Et puis, je vais aussi vous présenter nos premiers résultats de l'étude. En fait, c'est vraiment les premiers résultats parce qu'on est en cours de route. On vient de récolter une partie des données et puis on est en train, vous verrez, de lancer une deuxième récolte de données. Donc, voilà, on est sur un temps un peu intermédiaire de première prise de recul. Du coup, j'aborderai les enjeux et les défis qu'on est en train de discuter aussi au sein de cette équipe, les perspectives qu'on entrevoit à l'heure actuelle, et puis je terminerai avec un temps de questions, d'échanges. J'ai mis échange de pratique parce que je pense que ce serait intéressant. Je prends volontiers vos questions aussi à la fin, mais aussi vraiment toute idée et puis aussi tout échange d'expérience qui pourrait nous aider, nous, dans notre équipe, à poursuivre nos réflexions. Donc voilà pour le programme de ce moment qu'on passe ensemble. Et du coup, je commence par vous présenter notre étude et puis plus spécifiquement son contexte. Euh, hop là. C'est une recherche qui prend place dans le cadre d'un projet d'innovation pédagogique qui a été lancé par la HESSO. Alors la HESSO, c'est la Haute École spécialisée de Suisse occidentale, pour ceux qui ne la connaîtraient pas. Et en fait, c'est, je crois, la plus grande haute école suisse au niveau vraiment des écoles professionnalisantes. Elle regroupe 6 domaines de formation et puis un grand nombre de filières. J'ai listé, alors je vais les reprendre comme ça, ces domaines de formation. Il y a la santé, le travail social, il y a l'ingénierie, l'architecture, il y a l'économie et les services, la musique et les arts, et puis et les arts de la scène, et puis le design et les arts visuels. Donc c'est vraiment, ça mène à des métiers très diversifiés, avec des enjeux communs, certainement au niveau de l'inclusion, mais aussi des spécificités dans chaque domaine, ou dans chaque filière, même en termes d'évaluation aussi, en fonction des compétences métiers qui sont attendues. Et puis, ce type de projet d'innovation pédagogique, il a émergé dans les années 2013-2014. C'était sous l'impulsion de Denis Berthiaume, que peut-être, enfin sûrement que vous connaissez. À l'époque, il était vice-recteur qualité de la HESSO, et puis il avait vraiment lancé cette idée de soutenir avec des fonds des projets d'innovation au sein de la HESSO pour vraiment mettre en valeur tout cet aspect pédagogique et puis d'enseignement. Alors nous, on a répondu à l'appel à projet 2022 avec une petite équipe de travail. On est en fait 2 écoles impliquées et puis 3 filières de formation. Donc au sein de la HETSL, on a 2 filières. On a l'ergothérapie et le travail social. Donc on a vraiment des collègues des deux filières. Et puis on s'est aussi allié avec la Haute École de Santé La Source qui travaille sur les soins infirmiers. Donc voilà, c'est nos 3 filières qui ont déposé ce projet qui a été accepté. On a eu cette chance-là. Sur le projet, on a aussi engagé 2 collaboratrices de recherche qui sont de jeunes diplômés en psychologie, qui vraiment nous aident sur autant la récolte des données, leur analyse, enfin, voilà, qui sont vraiment très précieuses. On a aussi une collaboration avec le Centre de soutien à l'enseignement, le CSE de l'UNIL, qui aussi nous apporte une aide précieuse sur le projet et des échanges toujours assez riches. Et puis, on travaille également avec l'Université catholique de Louvain. En fait, on est en contact, enfin en contact. Dans l'équipe, on a Joseph Chevanec, que là aussi peut-être vous connaissez, qui est écrivain philosophe, qui a écrit un certain nombre de livres, qui fait beaucoup de conférences. Il est concerné, lui, par l'autisme. Donc, il a un trouble du spectre de l'autisme, ce qui fait qu'il a vraiment cette connaissance de l'intérieur aussi. Et puis à Louvain, il s'occupe du soutien aux étudiants, donc il connaît aussi un grand nombre de situations spécifiques d'étudiants. Donc il est, comme il le dit lui-même, militant aussi dans ce domaine du handicap. Donc voilà un petit peu l'équipe qu'on a pu constituer autour du projet. Et puis,
on a aussi engagé 3 étudiantes, alors une étudiante en travail social, une en ergothérapie et une en soins infirmiers, qui sont nos consultantes sur le projet. En fait, on les consulte à différentes étapes. On leur soumet nos grilles, nos questionnaires, un petit peu nos réflexions aussi. Notre idée, c'était vraiment d'avoir une recherche participative, dans laquelle on peut vraiment donner la parole et puis entendre le point de vue des personnes directement concernées, donc les étudiants. Et puis là, en l'occurrence, c'est des étudiantes qui ont, des difficultés spécifiques, soit de la malvoyance, un trouble 10, ou voilà, des situations qui peuvent les mettre en difficulté dans les études. Donc, ce sont vraiment voilà, de très bons conseils. Et puis pour finir de présenter, cette partie-là du contexte de l'étude, juste encore signaler qu'on l'a, soumise à la commission cantonale d'éthique de la recherche sur l'être humain du canton de Vaud. Comme on récolte en fait des données de santé sur ces étudiants, eh bien c'était un passage obligé, qu'on a voilà, qu'on a choisi de faire et puis, pour lequel on a reçu, leur, autorisation en fait. Donc voilà le contexte de l'étude. Et puis, si je reprends plus spécifiquement nos objectifs, très concrets, alors au niveau de cette étude, on a vraiment prévu de créer un guide de recommandations et de bonnes pratiques, hem, qui sera, heu, idéalement mis dans un format en ligne et puis également proposé en format papier. Ce serait vraiment l'idée d'avoir voilà, une accessibilité aussi du document, sur différents formats. Il est destiné à la fois aux étudiants, aux enseignants, mais aussi aux directions d'établissement, parce qu'on pense que, ben, c'est en fait tous les acteurs de la formation qui devraient être impliqués dans ce type de réflexion. Et puis on va le construire, ben, forcément avec des ressources existantes, mais aussi avec les données de notre étude, vraiment pour y insérer une spécificité, qui est liée à nos étudiants et puis à leur regard aussi, sur leurs différentes situations. Donc ça, c'est vraiment l'objectif principal, c'est ce guide de recommandations et de bonnes pratiques. Et puis, les 2 autres objectifs, c'est de créer un site internet sur le site de notre haute école sur lequel on mettra le guide en ligne, mais on aimerait vraiment une page plus spécifique, qui donne des conseils, à la fois aux étudiants et aux enseignants. Les étudiants, ça peut être des étudiants, qui sont en cours de formation et puis qui ont besoin de connaître aussi les différentes ressources qui existent, qui sont à leur disposition, qui, aussi visibilisent une sensibilité, finalement de notre, haute école par rapport à l'inclusion de tout le monde. Puis c'est aussi une page qui pourrait être destinée à des personnes qui hésitent à rentrer en formation parce que peut-être justement elles rencontrent, une difficulté spécifique et elles se disent: «Mais est-ce qu'avec ma difficulté, je vais pouvoir faire ces études?» Et puis, ben, que cette page puisse un peu les orienter, les guider, vers des ressources déjà, des personnes ou leur donner de l'information. Donc voilà, ça c'est le site internet et puis le dernier élément, c'est, une formation qu'on va donner, alors à la fin de la recherche, dans le catalogue de formation de la HECSO qui sera destiné à l'ensemble des enseignants, bah, qui s'inscrivent, hein, qui le choisissent, mais des enseignants de la HESSO. Et puis peut-être je précise encore juste que dans cette présentation, bah, je mets la focale vraiment sur, l'évaluation des enseignements, mais que notre recherche, elle vise vraiment l'inclusion dans les enseignements de manière plus générale. Donc à la fois le guide, le site et puis, la formation continue vont vraiment toucher à des aspects d'inclusion dans l'enseignement de manière, plus générale. Peut-être encore petit élément sur le guide, on est en réflexion sur, son visuel avec un graphiste et un illustrateur et puis notre idée, c'est vraiment de faire quelque chose qui soit très accessible, quand même léger, qu'un enseignant qui le consulte, il ait pas tout d'un coup le sentiment que c'est une tâche, impossible à atteindre et puis, qu'il referme le guide aussi vite, quoi. Donc, vraiment quelque chose qui, donne des vraies pistes et puis, qui soit, digeste en fait, et plutôt motivant. Donc voilà pour les objectifs. Et puis, si je replonge un peu plus au niveau de notre recherche, alors ça, c'est la problématique qu'on a fait émerger en lien avec, les évaluations, avec cette idée, ben, que, dans notre contexte, de société, il y a un certain nombre de textes prescriptifs qui sont, internationaux, mais aussi, nationaux. Nous, ensuite, on en a aussi un certain nombre qui, vraiment, demandent à ce que le domaine des études et des hautes études soit accessible au plus grand nombre, à toute personne, ou personnes en situation de handicap ou avec, des profils diversifiés. Donc cette notion d'inclusion devrait vraiment être quelque chose qui nous tient tous, enfin qui nous pousse vraiment à créer, voilà des environnements de formation le plus accessibles possible et en même temps, une évaluation certificative, elle peut aussi avoir une tendance à viser des objectifs plus de sélection,
sur la base de critères qui ne sont pas toujours dictés par l'établissement lui-même, mais peut-être par des milieux politiques, par les milieux, enfin, la société comme elle est, peut-être l'économie aussi. Et notre question de recherche, du coup, c'est vraiment comment est-ce qu'on peut concilier finalement une vision pédagogique de l'inclusion dans des enseignements, notamment au niveau de l'évaluation, pour qu'elle soit vraiment un outil d'apprentissage, et puis voilà, qu'il ne soit pas un outil de sélection en soi, alors que même, justement, on se retrouve parfois dans cette tension difficile à... Ouais, où c'est des fois difficile de trouver un équilibre entre les deux pôles. Donc voilà notre question de recherche. Et puis, on s'appuie sur différentes bases théoriques. Je dirais que les deux principales, ces deux grandes approches, alors certainement que vous les connaissez, la conception universelle de l'apprentissage, la CUA. Sur le QR code, vous trouvez un lien vers un site qui vraiment parle de manière plus complète que ce que je vais pouvoir faire dans le cadre de cette conférence. Et puis, pour décrire un tout petit peu plus ce que c'est que la CUA, c'est vraiment une approche qui vise à créer des environnements d'apprentissage qui soient, je dirais, d'emblée accessibles au plus grand nombre d'étudiants. Dans l'idéal, ça voudrait dire que le recours à des mesures d'aménagement spécifiques pour un étudiant en particulier devrait être vraiment fortement diminué, voire devenir inutile si vraiment on arrive à faire des environnements très inclusifs. Ça, c'est vraiment un idéal qui est porté par cette démarche. Et puis, la CUA, du coup, pour atteindre cet idéal d'inclusion, elle propose des pistes assez concrètes sur la manière d'aménager des enseignements et un espace de formation sur 3 plans notamment. Donc, il y a le plan des représentations. Elle propose vraiment de mettre en place des moyens concrets et diversifiés, adaptés de représentation de la matière enseignée, des contenus, voilà, des éléments à apprendre pour vraiment que tout type d'étudiant puisse accéder à la matière, hein, la comprendre et puis l'intégrer. Elle se propose aussi d'offrir des moyens d'action et d'expression qui soient diversifiés, là aussi adaptés à des profils différents. Et puis, idem pour l'engagement, donc offrir des moyens d'engagement qui soient plutôt stimulants pour les étudiants, qui les mettent en motivation pour suivre une formation, et puis aussi dans une capacité d'autorégulation de leurs études et de leur, en tout cas, leur parcours d'apprentissage. Je reviendrai aussi plus spécifiquement sur des aspects concrets quand je présenterai les aspects liés à l'analyse de nos résultats. Donc, on concrétisera pardon, encore un petit peu plus ces éléments tout à l'heure. Donc ça, c'était notre première approche, la CUA. Et puis, la seconde approche aussi, peut-être vous la connaissez aussi, c'est le processus de production du handicap, le PPH, qui est une approche qui est née au Québec avec l'équipe de recherche de Patrick Fougère-Colas, qui a déjà quelques dizaines d'années de développement derrière elle, et puis qui a l'avantage de présenter les situations de handicap de manière, je dirais, multidimensionnelle et puis systémique. Je vais m'expliquer un petit peu plus après pour concrétiser ce que je viens de dire. L'idée, en tout cas, c'est que selon cette approche, le handicap, il n'est pas constitutif d'une personne. Donc, on ne peut pas dire une personne, elle est handicapée, puis une autre, elle n'est pas handicapée. On va parler de situation de handicap en se disant que tout être humain, c'est-à-dire vous et moi y compris, on peut se retrouver en situation de handicap dans notre vie, dans nos activités quotidiennes, selon nos facteurs personnels, donc nos caractéristiques, et puis l'environnement dans lequel on se situe, et plus spécifiquement la qualité de notre environnement. Alors si je donne comme ça quelques exemples, on a les facteurs identitaires dans nos facteurs personnels. Ça peut être je suis un homme, je suis une femme, j'ai tel âge, je suis petit, grand, viens de tel milieu socioculturel. Tout ça peut ou pas favoriser mon intégration et puis mes activités quotidiennes ou me poser des difficultés. On a notre système organique qui peut être plus ou moins intègre. Donc, je peux aller très bien au niveau de ma santé, comme je peux avoir une jambe cassée, c'est ponctuel, mais pour un moment, ça me met en situation de handicap sur certains domaines de vie, comme une maladie chronique, une déficience visuelle, enfin voilà. Et puis, nos aptitudes, c'est-à-dire nos capacités, incapacités, les capacités relationnelles, de mémorisation, d'attention, de concentration, de comportement aussi, enfin voilà, autant d'éléments qui sont utiles dans toute la vie, mais aussi dans le domaine des études.
Donc ça, c'est pour les facteurs personnels. Et puis, nos facteurs personnels, comme on vit dans un environnement, ils vont rencontrer un environnement avec certaines qualités. Et puis, on le lit à trois niveaux. Il y a le niveau macro, c'est-à-dire une société avec sa culture, ses valeurs, ses lois, qui peuvent ou pas faciliter ou mettre des obstacles en fonction de qui on est, de ce qu'on veut vivre dans notre vie. Il y a le niveau méso, c'est la communauté dans laquelle on vit. Est-ce qu'elle a des ressources ou pas? Et puis le niveau micro, c'est vraiment notre environnement très spécifique, notre lieu d'habitation, les proches. Donc voilà, et puis on peut tout voir en termes de facilitateurs et d'obstacles en fonction de nos habitudes de vie. Et dans ces habitudes de vie, c'est vraiment toutes nos activités de la vie de tous les jours. Et en l'occurrence, ce qui nous occupe aujourd'hui, c'est la formation. Donc nos étudiants pourraient, en fonction de leurs facteurs personnels et de la qualité de l'environnement de formation, se retrouver à certains moments en situation de handicap dans certaines tâches d'étudiants, certains moments de leur formation. Voilà, donc ça c'était pour ce schéma. J'espère que j'ai été claire dans mes explications. Peut-être je peux encore mettre un exemple rapide. Si on a un étudiant qui a un trouble du spectre de l'autisme, on pourrait se dire qu'au niveau de ses incapacités, il aura peut-être une difficulté à rentrer en relation avec les gens. Il aura peut-être une hypersensibilité sensorielle. Et puis par contre, d'excellentes capacités intellectuelles, d'analyse, de mémorisation. Voilà, je donne un schéma d'une personne qui pourrait correspondre à cet environnement et puis à ces caractéristiques. Et puis, dans l'environnement de formation, certainement que cette personne va rencontrer à certains moments des obstacles qui vont la mettre en situation de handicap et à d'autres moments, des facilitateurs qui vont faire qu'elle va pouvoir vraiment exercer les choses comme comme tous les autres étudiants. Par exemple, un travail de groupe qui devient obligatoire pour valider un module, ça peut devenir un grand obstacle dans une formation. Nous, on a eu le cas justement d'une étudiante avec un trouble du spectre de l'autisme pour qui c'était un obstacle insurmontable en fait de travailler sur des travaux de groupe avec des personnes. Et puis par contre, un cours qui est donné à distance ou en asynchrone, pour un étudiant de ce type-là, ce sera peut-être très facile en fait, et puis pas du tout une situation de handicap. Donc, voilà pour les deux modèles théoriques en tout cas, nous accompagnent dans nos réflexions. Sur la méthode qu'on a mis en place de récolte de données, j'entends j'ai entendu le bruit. On a fini maintenant une première partie de récolte de données qualitatives. On a en fait mené 12 entretiens semi-structurés avec 12 étudiants des trois filières dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis on a mené aussi 2 focus group avec entre 4 et 6 étudiants par focus group. L'idée, c'était vraiment d'investiguer plus spécifiquement, d'avoir leur avis, leur manière de voir les choses aussi, euh, et, voilà, et leur vécu de formation. La population qu'on a interrogée, c'est à la fois des étudiants qui présentent des besoins éducatifs particuliers, donc on a vraiment recruté parmi ce type de population. On peut lister parmi eux des personnes avec des troubles 10. C'est beaucoup ce type d'étudiants qui se signalent, en tout cas dans nos milieux de formation. Dyslexie, dysorthographie, par exemple. Des personnes avec des déficiences sensorielles, comme malvoyance ou surdité. Des personnes avec un trouble de l'attention, avec ou sans hyperactivité. On en a aussi beaucoup qui se signalent. On a des personnes avec des maladies chroniques invalidantes, des personnes avec des troubles de la santé mentale. Voilà, c'est un petit peu les types de profils qu'on a recrutés et qui se sont présentés. Et puis, on a aussi recruté des personnes qui rencontrent des situations, on a mis de handicap invisible. C'est-à-dire que nous, on a tenu vraiment à élargir notre étude à toute personne, tout étudiant qui rencontre des difficultés d'apprentissage dans la formation. Et ça peut être aussi lié à une situation de migration, parce que les personnes ont une culture différente de la formation, puis elles doivent s'adapter à une autre manière, à la nôtre, voilà, d'être aux études. Ça peut être des étudiants allophones qui ont des difficultés avec la langue, des personnes qui sont peut-être parents, proches aidants, ou des étudiants en emploi qui travaillent à côté de leurs études. Donc voilà, on a vraiment ouvert à toutes ces situations-là et encore d'autres. Encore, et puis comme je disais tout à l'heure, ils sont issus dans cette première partie de récolte de données du travail social, de l'ergothérapie et des soins infirmiers. Peut-être encore pour préciser les types d'examens que nos étudiants de ces trois filières sont habitués à avoir dans le cadre de la formation bachelor, parce là on est vraiment ciblé bachelor. C'est des questionnaires à choix multiples
des examens écrits, comme on dit, sur table ou des examens oraux. Ils ont souvent aussi des dossiers écrits à rendre, soit individuellement, soit en groupe. Et parfois, c'est un examen sous forme d'une présentation orale, soit tout seul, soit aussi en petit groupe. Plus dans le cadre de l'ergothérapie ou des soins infirmiers, il y a des pratiques simulées, c'est-à-dire on doit pratiquer comme si on avait un patient et puis faire des gestes métiers et puis des simulations sur ordinateur. Ça, c'est plutôt aussi en soins infirmiers qu'on trouve ce type d'examen. Donc voilà pour notre population. Et puis, on va passer sur les premières données. Euh, pardon, ouais, j'ai encore présenté. Alors, après, je vous présenterai les premières données quantitatives, mais je vais vous présenter encore les données quantitatives, pardon, qu'on va récolter à partir de maintenant. On a trois types de données. On a un questionnaire qu'on vient d'envoyer en fait cette semaine à l'ensemble des étudiants de la HESSO. Donc, ils sont environ 21 000. Alors, on n'aura pas, on n'espère pas 21 000 réponses, mais enfin, l'idée, c'est qu'on reçoive des réponses en dehors de nos trois filières de formation. Vraiment, on les questionne sur les difficultés rencontrées, les stratégies mises en place, les besoins qu'ils auraient, les obstacles qu'ils rencontrent en formation. On va aussi envoyer d'ici 2 semaines à peu près un questionnaire à l'ensemble des enseignants de la HESSO, c'est environ 4000 enseignants. Et puis, on est en train de tester quelques mesures de la CUA, dont 3 modules de formation bachelor en travail social, en ergothérapie, en soins infirmiers, donc vraiment ce semestre. Moi, je suis co-responsable d'un de ces 3 modules. Et puis, l'idée, c'est qu'on va évaluer avec les étudiants au mois de juin, à la fin du semestre, ben, ce comment ils ont reçu en fait ces mesures qu'on a mis en place, évaluer avec eux la pertinence du dispositif, voir si on pourrait améliorer encore les choses ou si, voilà, si déjà il y a des choses qu'on peut maintenir et qui ont bien convenu. Ça, ce sera notre deuxième partie de l'étude. Et puis, je vais vous présenter les premiers résultats de cette étude. Du coup, c'est sur cette partie qualitative, hein, donc les entretiens et les focus group, que je vais pouvoir vous présenter des éléments. Et puis, je vais commencer avec un certain type d'examen, c'est des résultats qu'on a récoltés auprès des étudiants qui touchent aux examens écrits sur table. Voilà, on arrive à l'école un jour donné, on découvre une consigne, on a 2 ou 3 heures pour rédiger les réponses. Et puis, je vais vous lire quelques verbatim, c'est-à-dire quelques citations d'étudiants. Et puis, je vous laisse peut-être réfléchir, quel serait le type d'étudiant, quelles seraient les problématiques rencontrées par cet étudiant qui lui font dire ça. Et puis, je vous dirai ensuite quel est le profil de chaque personne qui s'est exprimée. Je vais vous les lire, comme ça c'est peut-être plus clair. Quand on sait que l'examen, c'est 3 heures sur table, on sait que ça va être difficile. Et en plus, moi, je vais avoir des difficultés à avoir un fil rouge vraiment correct. Donc ça me fait peur, ça me stresse. La deuxième, souvent je ne comprends pas non plus les questions, ou alors je comprends la question, mais je ne sais pas comment y répondre. Je n'arrivais pas à organiser ma pensée, je n'arrivais pas à organiser et structurer ma réponse. Et puis la dernière personne, je pense que c'est l'écrit qui est le plus difficile, d'être 2 ou 3 heures assis en train d'écrire. J'ai beaucoup plus tendance à avoir tout d'un coup des gros moments de fatigue, des gros moments de perte de concentration. Donc voilà, je vous laisse réfléchir 2 secondes à quels seraient les types de profils concernés par ce genre de phrases. Et puis, je vais lever le suspense. La première phrase, c'est Sonia qui est allophone, qui est malheureusement atteinte d'un cancer, qui est en cours de soins d'ailleurs, qui a un trouble du comportement borderline et puis en plus qui a une dépression chronique. Et puis elle s'exprimait vraiment sur ses difficultés de l'examen écrit des 3 heures sur table. On a Emma qui a un trouble de l'attention avec hyperactivité, elle a une dyslexie et puis aussi un trouble auditif léger. Et puis c'est aussi toujours dans ce type d'examen écrit avec les difficultés aussi de comprendre les consignes, mais aussi d'organisation de la pensée. Et puis Paolo qui a une narcolepsie et qui est père de famille, qui vit aussi difficilement ce temps d'examen écrit. Donc on peut voir que finalement,
pour des difficultés plutôt assez semblables, en tout cas qui se présentent sur un même type d'examen, on a en fait des profils extrêmement diversifiés. Et puis nous, en plus, on était étonnés, effectivement, quand on lit ces profils d'étudiants, d'une diversité qu'on pouvait pressentir. Mais là, vraiment, de rencontrer ces personnes, on se dit, mais effectivement, dans notre auditoire, quand on est en train d'enseigner, on a vraiment des profils extrêmement spécifiques, en fait. Nous, on nous rapporte souvent des situations de dyslexie, dysorthographie et puis des troubles de l'attention. Mais en fait, voilà, les situations, on le savait comme ça intellectuellement, mais là, on a pu vraiment rencontrer voilà, ces personnes à profil très différencié, quoi. Donc voilà, malgré la similarité des difficultés, ben, les profils sont très différents. Et puis à l'inverse, je vais faire l'exercice différemment. Je vais vous montrer les profils et puis on va lire ensuite ce que chacun dit de ce qu'il vit comme plus grande difficulté dans le cadre des examens. Alors là, on a Ethan, c'est toutes des personnes avec des troubles 10, hein. Ethan qui a une dyslexie, une dysorthographie, une dysgraphie, Amine dyslexique et dysorthographique, et puis Marion dyslexique, dysorthographique et dyscalculique. Donc vraiment, ces fameux troubles 10 qui sont souvent ceux qui se signalent. Ethan, il nous dit que l'organisation de manière générale, où on doit tout rendre pour un certain délai, des fois c'est un peu court, c'est un peu plus compliqué, on a moins le temps de se relire. Donc il y a ces difficultés d'organisation que souvent ces personnes avec des troubles 10 rencontrent. Donc gestion du temps. Euh, Pour Amine, bah, c'est dans les questionnaires à choix multiples, ça peut être vite casse-tête. Ça prend vite un petit temps pour être sûr que j'ai bien compris. C'était typiquement le genre de choses où il y a des petites erreurs d'inattention qui pouvaient être faites. Donc, grande difficulté plutôt sur les QCM. Et puis, Marion, les consignes dans les examens, ça devient compliqué s'il y a deux questions en une phrase. Nommez telle et telle, puis décrivez telle et telle chose. Parfois, j'avais des questions qui étaient à moitié remplies parce que j'avais fait que la première partie. Donc, plutôt liées aux consignes et à la complexité des consignes qui voilà, peuvent mettre en difficulté pour comprendre ce qui est attendu. Donc, nous, avec ce type de résultat, on s'est dit, mais il y a vraiment une diversité euh, chez des personnes qui semblent avoir un même profil. Et on s'est dit, ben, c'est pas parce qu'une personne vient se signaler comme avec un trouble 10 qu'on peut tout de suite appliquer comme ça des difficultés spécifiques que cette personne rencontrerait. Il y a toujours, au fond, besoin d'entendre la personne pour vraiment pouvoir la rejoindre dans les difficultés spécifiques qu'elle rencontre. Et puis, je vais encore vous donner un autre extrait pour nuancer peut-être un petit peu le résultat suivant. Puis aussi, l'idée, c'est de mettre en évidence que la CUA, du coup, euh, malgré cette visée un peu idéale de pouvoir anticiper toutes les problématiques de tout le monde, ben, finalement, peut-être que c'est une mission un peu impossible. Là, c'est une citation d'une étudiante malvoyante. En fait, Leslie, donc c'est tous des prénoms d'emprunt, hein. Elle présente une rétinite pigmentaire et en fait, elle a appris en cours de formation qu'elle avait cette maladie et puis en fait, elle est en train de perdre la vue progressivement depuis, je dirais, la moitié de la première année. Donc, elle a aussi ben, un deuil à faire de sa situation d'avant et puis elle doit en fait s'adapter puis en fait se réadapter régulièrement parce que sa vue est en train de changer et de diminuer ouais, au fil du temps, quoi. Alors elle dit, ah, après pour mes examens de cette fin de semestre, j'avais droit à un ordinateur de l'école. Du coup, ça m'a vraiment fait bizarre parce qu'il n'était pas adapté comme mon ordi personnel l'est maintenant. Donc ça m'a vraiment fait bizarre. Et puis, je pense que j'ai dû beaucoup plus me concentrer, enfin mettre beaucoup plus d'énergie à me concentrer. Donc finalement, on voit qu'il y a eu une adaptation spécifique. Et puis certainement qu'en fait, elles seront nécessaires tout le temps, ces adaptations, parce que nous, on pourrait pas, on n'a pas les moyens de donner un ordinateur à chaque étudiant pour les examens. Mais on voit aussi que malgré l'adaptation, en fait, c'était encore pas suffisamment adapté à sa situation. Il n'y avait peut-être pas le bon logiciel, la bonne présentation visuelle. Et vraiment, on se dit que quand on propose un aménagement, ça vaut la peine d'avoir un échange avec l'étudiant avant pour s'assurer qu'on est de nouveau dans la cible de ce dont lui-même il a besoin et puis pas de lui mettre un obstacle supplémentaire, en fait. Là, ça lui a coûté beaucoup d'énergie finalement pour arriver à accéder aux consignes et puis voilà, répondre aux demandes. Alors voilà pour ces verbatims. Puis là, je vous propose 6 extraits vidéo. Alors, ils sont très courts, vous allez voir, mais c'était aussi l'idée de se mettre un petit peu plus dans le sujet, puis de les entendre, ces étudiants, voilà, de les écouter parler de leurs difficultés, peut-être aussi de leurs propositions ou de leurs idées. Alors là, on va entendre justement Leslie, qui a sa difficulté visuelle, en fait, qui nous parle des examens. Alors, j'espère que le son ira. Il faut juste que je retrouve.
Après, ben, ce serait par rapport aux examens. Bon, on m'avait peut-être dit que j'aurais une vignette sonorisée. Ok. Et puis, pour finir, bah, j'ai une vignette agrandie. Ouais. Enfin, du coup, mais que je devais quand même lire. Et je sais pas du tout si ça aurait été mieux, si elle était sonorisée ou pas. Mais j'aurais bien aimé essayer pour voir les différences que ça aurait pu, qu'il aurait pu y avoir. Donc voilà, Leslie qui aurait... on lui avait dit une vignette sonorisée, puis voilà, finalement, elle n'a pas pu l'avoir. Non, ça repart, voilà. Un deuxième extrait. C'est Paolo qui a cette narcolepsie dont on a lu un extrait tout à l'heure. Alors là, je vous le mets en audio sur une autre problématique encore. Pour moi, les horaires. Les horaires de l'examen. Ouais. Ouais. Typiquement, moi, je préfère mettre mes examens le matin, par exemple. Parce que, typiquement, l'après-midi ou comme ça, c'est typiquement un examen qui commence à 1h. Ouais. Pour moi, c'est vraiment difficile. Ok. Donc avec les horaires d'examen. Et puis, Ethan, qui lui a des troubles 10. Par rapport aux ordinateurs de l'école, j'avais déjà soulevé que le dernier examen, je l'avais fait sur ordinateur, justement. Oui. Et puis que pour eux, par raison d'équité avec les autres, ils avaient limité le nombre de lignes. Et donc, du coup, c'était très compliqué parce que j'arrive pas à écrire sans regarder ce que j'écris. Ouais. Et du coup, j'arrivais des fois au bout de lignes et puis j'écrivais dans le vide. Ouais. C'était difficile de copier-coller, donc je pouvais pas déplacer les choses. Des fois, j'ai des réponses qui étaient... Le milieu arrivait avant le début, parce que je ne pouvais pas spécialement revenir en arrière, c'était un peu compliqué, voilà. Ouais. Et puis, c'était limitant aussi. Dans la vraie vie, on n'écrit pas en Arial 11, c'est quand même une écriture qui est grande et qui prend de la place, comparé à l'écriture manuscrite. Ouais, c'est sûr. Donc, c'est vrai que j'utilisais plus de place pour écrire moins que si j'avais écrit en manuscrit. Ok. Donc voilà, un examen sur ordinateur avec une taille de caractère. Par rapport aux... Hop là, pardon. Délimité. Là, on retrouve Leslie. Mais est-ce qu'il y aurait d'autres choses peut-être qui pourraient être améliorées? Je pense que du coup, faire attention au contexte et puis à l'environnement. Que de ne pas être dans une salle trop exposée au soleil ou... Ouais, voilà. Enfin, vraiment faire attention à cet environnement-là et puis l'aménager au mieux. Mais après, voilà, on peut pas enlever le soleil non plus, mais ouais. Ouais, en fait, avec sa rétinite pigmentaire, s'il y a trop de luminosité, en fait, elle est éblouie, puis elle voit encore moins bien. Donc elle a besoin de lumière, mais d'une lumière spécifique, avec une intensité spécifique, et puis aussi un angle pour vraiment pouvoir bien voir les consignes, ou voilà, les éléments à lire, quoi. Mais est-ce qu'il y aurait... Hop. On retrouve Paolo. Je dirais que je pense que la luminosité est le plus important. Et puis après le reste, au niveau du bruit, tout ça, moi j'ai pas de problème. Peut-être au niveau des températures, comme ça, c'est clair que là, typiquement, je préfère plutôt quand il fait un peu trop froid que trop chaud dans les salles, parce que de nouveau, ça a plus tendance à stimuler, et puis du détail, mais vraiment la luminosité, ça, c'est vraiment un truc... Ouais. Donc quand c'est trop faible, ouais, bien aussi quand c'est trop non, faible. vraiment quand c'est trop faible. Ouais. Quand c'est trop sombre, puis même aussi, je trouve, en hiver, les salles où il y a vraiment c'est des néons ou autre, c'est de la lumière jaunâtre, c'est pas... Pour moi, c'est pas l'idéal, on va dire. Ok. Donc là, avec la narcolepsie, on voit qu'il a besoin d'une bonne luminosité
lui, à l'inverse de Leslie, pour rester réveillé, puis voilà, une température pas trop chaude pour pas s'endormir encore plus. Encore Leslie pour un dernier extrait. Mais en fait, bah, du coup, je reviens à avant, qui pourrait être mis en place, notamment des écouteurs pour pouvoir réécouter notre texte, enfin ce qu'on a écrit. Pendant les examens. Oui. Ouais. Parce que du coup, c'est ce que j'ai commencé à faire où quand je dois écrire un texte, après je le réécoute plutôt que de le relire. Et puis ça me permet de mieux voir où il y a des incohérences, enfin de mieux voir. C'est ironique. Mais voilà, donc ça je pense que ce serait important à voir aussi. Ouais. Et mais oui, l'ordinateur c'était très utile pendant l'examen. Pour corriger aussi des fautes. Ouais. Ok. Est-ce qu'il y aurait autre chose? Bah, du coup, pour en revenir à ce qui pourrait être amélioré pour les examens, ce serait aussi d'avoir des ordinateurs adaptés, donc agrandis. Donc voilà, notamment les écouteurs pour écouter, enfin voilà, du matériel un peu spécifique Mais auquel on ne penserait pas non plus. Et puis Marion, qui est aussi étudiante avec différents troubles 10. Ce sera le dernier extrait. Ces aménagements que les personnes ayant des troubles 10 ont, mais je pense que elle est aussi nécessaire pour des personnes qui ont besoin d'un temps supplémentaire pour d'autres raisons. Ouais. Enfin, je sais que j'ai des amies qui ont fini des examens très restreints parce que elles ont besoin de prendre plus de temps pour lire et puis pour répondre. Ouais. Et parce que leur apprentissage est comme ça. Puis, c'est beaucoup plus, la machinerie est plus lente. Ouais. Mais je trouve que ce serait important peut-être de réévaluer le temps des examens. Ouais. De temps en temps. Ouais. Ok. Et après, je pense que aussi repenser certains examens, ce serait hyper intéressant. De les passer par exemple en euros ou peut-être utiliser moins les QCM ou les phrases à rallonge. Ouais. Donc voilà, et puis de nous permettre à tous d'avoir cette possibilité de surligner les consignes. Ouais. Donc voilà aussi Marion, différentes idées qui pourraient aider elle, mais peut-être aussi plus largement d'autres personnes. Moi, je trouvais intéressant de les entendre, ces étudiants, parce que nous, je pense que c'est une des conclusions vers laquelle on va aller dans notre guide de recommandation, c'est vraiment d'engager le dialogue avec les personnes. Et puis finalement, on se rend compte que quand on engage ce dialogue, elles le font sans tabou forcément, donc elles sont ouvertes à ça. Et puis, même si on n'a pas toutes les solutions possibles, en tout cas, ça crée un espace où on peut essayer de trouver ensemble des solutions. Les étudiants, ils se sentent entendus, ils voient qu'on a à cœur aussi de comprendre leur situation, puis d'essayer d'y répondre au mieux. Donc, on engage vraiment à ce type de dialogue. Et puis, peut-être qu'à ce stade-là, on aurait un peu de stress en tant qu'enseignant, parce qu'on se dit, il y a beaucoup de situations d'étudiants. Quand je suis devant mon parterre d'étudiants, je ne me rendais pas compte à quel point les difficultés sont pointues, différentes. Et puis, est-ce que je vais vraiment arriver à répondre à toutes ces personnes? Alors, l'idée, c'est en tout cas pas de se stresser avec ces éléments-là, mais plutôt de rentrer après dans des pistes concrètes, qui peuvent déjà améliorer, je dirais, les conditions pour un grand nombre d'étudiants. Donc on va y revenir juste après, et puis, voir concrètement ce qu'un enseignant pourrait faire. Et puis là, Ces aménagements. avant d'arriver à des éléments très concrets, mais déjà ce qui peut aider, c'est qu'on a essayé de rassembler toutes ces difficultés rencontrées, par les étudiants, et puis on en a fait, on a pu les regrouper, en tout cas on les a catégorisés, en 4 catégories. On voit qu'en fait ils ont tous des difficultés, enfin ils ont tous dans ce qu'ils ont dit, on peut les regrouper sous l'idée qu'il y a des difficultés de consignes, de questionnaires à choix multiples, de conditions d'examen. Et puis d'examen écrit. Alors c'est un tableau qui est plutôt là pour visibiliser, ce que les 12 étudiants qu'on a interrogés, dans les focus group et les entretiens ont pu dire, mais c'est pas du tout, un schéma qui se veut quantitatif ou généralisable, hein. C'est vraiment pour, visibiliser ce que je vais vous dire.
Alors, ce qu'on voit, c'est que 8 étudiants sur les 12 interrogés, ils ont des difficultés avec les consignes, ce qu'on trouve déjà énorme. Pour les questionnaires à choix multiples, les conditions d'examen et puis les examens écrits, il y a à chaque fois 5 étudiants qui relèvent cette difficulté. Donc elles sont quand même aussi assez partagées. Ce qu'on peut dire, c'est que enfin, que chaque étudiant qu'on a interrogé dans les 12, ils ont au moins signalé une difficulté quant aux examens. Et puis, au maximum, un étudiant a signalé 3 de ces 4 catégories. Donc, on voit que c'est pas toujours les mêmes personnes qui ont enfin, que toute personne n'a pas forcément toutes les difficultés, qu'à difficulté égale, on a des profils différents. Et comme on a vu avant, à profil un peu semblable, on a parfois des difficultés différentes. Alors, je suis désolée, j'ai mon ordinateur qui est un peu en surcharge, j'ai l'impression. Je dois fermer un peu des choses pour qu'il puisse continuer. Voilà. Et puis, je vais en fait reprendre notre cadre théorique, le PPH et puis la CUA, pour essayer de retravailler ces données avec ces 2 cadres théoriques qui peuvent donner quand même quelques éclairages. Ce qu'on peut voir en lien avec le fameux PPH, hein, je vous ai commenté tout à l'heure, on voit que parmi tous nos étudiants, il y a vraiment des facteurs personnels très spécifiques, hein, des caractéristiques spécifiques, et puis parfois un même étudiant cumule plusieurs choses différentes, que ce soit en termes d'incapacité, comme des problèmes d'attention, de concentration, ça peut être des systèmes organiques avec une déficience auditive ou visuelle, et puis que ces éléments-là les mettent en difficulté à certains moments dans les examens. Ils nous soulignent aussi que dans leur environnement de formation, au niveau des examens, ils rencontrent certains obstacles. Ce n'est pas les mêmes pour tout le monde. Les modalités d'examen, par exemple, ce fameux examen sur Moodle avec un champ de caractères limité qu'il fallait compléter en Arial 11. Voilà, ça, c'est un obstacle pour certains étudiants. La fameuse vignette écrite, qui a été a priori quand même une forme d'obstacle pour l'étudiante avec une déficience visuelle, les QCM qui semblent aussi être difficiles. La fameuse présentation des consignes, quand elle est écrite, enfin voilà, des suggestions peut-être qu'elles deviennent plus en audio, en format adapté. Il y a ces consignes avec des phrases à rallonge qui semblent compliquer aussi la tâche de certains étudiants. L'environnement d'examen, on a vu, hein, la luminosité qui peut faciliter ou être un obstacle, la température de la salle, le matériel informatique à disposition. Donc voilà, un grand nombre d'éléments qui sont comme ça dans cet environnement d'examen qui peuvent mettre en difficulté certains étudiants. Et puis qui peuvent peut-être les empêcher de démontrer au fond l'atteinte des objectifs pédagogiques. Peut-être qu'ils ne vont pas suffisamment pouvoir montrer à quel point ils ont bien compris la matière, qu'ils ont développé les compétences attendues, parce qu'en fait, ils vont être bloqués par des éléments annexes qui ne sont pas forcément des compétences en soi à valider, comme juste lire la consigne. Et puis voilà, qu'ils ne pourront pas démontrer ce qu'en fait, ils ont quand même appris et puis ce qu'ils maîtrisent. Et puis, la CUA, elle nous propose des pistes, hein, j'en ai parlé tout à l'heure, assez concrètes, qui pourraient justement nous aider à réduire certains obstacles d'emblée, en tout cas, peut-être à rajouter quelques facilitateurs dans cet environnement de formation, ce qui pourrait déjà aider une partie des étudiants, qu'on rencontre à être plus en réussite dans les études, en tout cas, être plus en capacité justement de faire la démonstration de ce qu'ils ont appris. Alors, j'ai relevé quelques principes de la CUA qui pourraient en tout cas répondre à ce que les étudiants dont vous avez écouté les témoignages tout à l'heure ont pu nous dire. Un des premiers principes de la CUA en termes d'examen, c'est de donner les consignes d'examen sous différents formats. Ça veut dire, ça peut être un audio, un écrit, à l'oral, peut-être que l'enseignant redit en fait la consigne au début de l'examen pour tout le monde. On a vu la vignette qui aurait pu être sonorisée, qui aurait pu être agrandie. Donc ça, voilà, on pourrait proposer les consignes sous différents formats. On a vu que c'était un des éléments qui pose le plus d'obstacles, et ça nous questionne. Donc à réfléchir comment on peut justement voilà, proposer différents supports. Ça permettrait en tout cas aux étudiants de s'assurer qu'ils ont bien compris les nuances de tout ce qui est attendu, et puis pas comme l'étudiante disait tout à l'heure, quand il y a 2 choses dans une même phrase, je réponds à une des 2 puis pas aux 2, puis finalement mon examen n'est pas exhaustif. Et ça répond au principe 1 de la CUA, qui est d'offrir plusieurs moyens d'action et d'expression. Un autre élément, ce serait d'optimiser l'accès de l'ensemble des étudiants à des technologies d'assistance lors des examens. Ça, c'est la CUA qui le préconise.
On a vu en tout cas que pour la personne malvoyante, ça pouvait être un plus, mais encore faut-il que ce soit vraiment adapté, aux personnes. Pourquoi pas quand c'est pas non plus, quelque chose qui est évalué dans l'examen, ben, de proposer un correcteur orthographique à tout le monde, par exemple. Donc à voir aussi. En tout cas, là, on est sur le principe 2 de la CUA qui est d'offrir plusieurs moyens d'action et d'expression aux étudiants. Et puis, offrir plusieurs moyens options d'expression pour chaque, évaluation, c'est un peu ce que disait la dernière étudiante. Est-ce qu'on pourrait pas revoir, mettre des oraux, enlever un peu les QCM? Une des propositions de la CUA, c'est de dire, on pourrait proposer aux étudiants de choisir entre des modalités différentes, mais qu'on aurait nous préconstruites, hein. Pourquoi pas choisir justement entre un oral et un examen écrit? Pourquoi pas, entre un travail écrit puis une capsule vidéo? Faire un portfolio à la place de je ne sais pas quelle autre chose? Heu pour vraiment qu'ils puissent démontrer, la qualité de ce qu'ils ont appris, avec un moyen qui leur convient quoi, d'expression. L'idée, c'est quand même de mesurer chez tout le monde les mêmes compétences. C'est ça, le challenge pour l'enseignant. Il faut quand même garder cet alignement pédagogique. Il faudrait avoir une même grille d'évaluation pour tout le monde aussi, pour vraiment, par souci d'équité, mais aussi par souci que, ben, ils ont quand même des compétences métiers, en tout cas chez nous métiers, mais des compétences, cursus à atteindre. Et puis si on fait ça, là, on est dans le principe 2, c'est offrir plus de moyens d'action et d'expression, mais aussi dans le principe 3, qui est offrir plusieurs moyens d'engagement. En fait, favoriser des choix au cours de la formation, c'est aussi quelque chose qui motive les étudiants. Ils s'approprient un peu mieux, leur parcours et puis, voilà, peut-être qu'ils développent plus d'intérêt à ce qui est proposé. Donc voilà des principes, concrets, pas si compliqués finalement, mais qui déjà répondraient, aux besoins de différents types d'étudiants. Alors, je vais passer, je vois l'heure qui avance, mais je vais passer maintenant du coup sur la partie sur les enjeux et les défis. C'est vraiment des réflexions qu'on est en cours, d'avoir au sein de notre équipe de recherche. On a, relevé plusieurs éléments qui nous questionnent. En même temps, on pense que la CUA, elle a priori, elle donne quand même des éléments, vraiment importants et intéressants, très concrets aussi. Et en même temps, il y a toujours des questions qui se posent et notamment, il y a ce côté un peu idéaliste de la CUA qui, en fait, pourra jamais répondre à l'ensemble des besoins des étudiants. Donc nous, on en est vraiment, venus à penser qu'il faut garder toujours cette idée qu'on peut demander des aménagements spécifiques en tant qu'étudiant, qu'il faut vraiment le faire en concertation avec les personnes, on l'a vu tout à l'heure. Hem et puis, que ce sont voilà des éléments qu'on va pas forcément pouvoir penser d'emblée. Nous, on avait Joseph Chovanec qui nous disait, ben, il a eu plusieurs étudiants qui se sont signalés avec des problèmes de circulation sanguine et puis l'aménagement qu'ils ont eu besoin pour des examens, c'est, une chaise pour poser, ses jambes pour tenir 3 heures à l'examen. Puis ça, voilà, c'est des choses, on va pas le penser d'emblée donc toujours garder cette idée. Il y a des minorités au sein de, nos étudiants et puis il faut, qu'ils puissent s'exprimer. On a relevé aussi des enjeux de professionnalisation des étudiants et puis aussi de développement des compétences métiers, parce que l'idée d'appliquer des principes de la CUA pour rendre accessibles les études, c'est pas l'idée que, finalement, on a une formation un peu, moins exigeante et puis où on va, faire l'impasse sur quelques compétences, qu'on aurait dû atteindre. Nous, par exemple, en travail social, ben, le travail en équipe, le travail en réseau, la communication, c'est vraiment des compétences de base, à développer. Donc on ne pourrait pas prévoir un cursus où un étudiant pourrait chaque fois échapper à un travail de groupe ou à un examen oral parce qu'en fait, il est à l'aise qu'à l'écrit et puis quand il est tout seul, ça fait partie des compétences. Nous, la personne avec un trouble du spectre de l'autisme dont je parlais tout à l'heure, ben, on a pu lui aménager un premier semestre de formation sans travaux de groupe et puis au deuxième semestre, elle est arrivée dans un module qui s'appelle communication et collaboration en équipe où là, ben, les modalités, c'est du travail de groupe, puis ça fait partie des compétences et puis, on n'a pas pu aménager, ça a été trop compliqué pour elle et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a quitté du coup la formation parce que, bah, il y a une compétence métier que, voilà, qu'elle se sentait enfin qu'elle n'arrivait pas à développer ou à exercer en tout cas à ce moment-là de sa vie, quoi. Et puis nous, on relève aussi des besoins d'incitateurs, à moyen et long terme, je dirais. Heu, on a le sentiment que sinon c'est comme un soufflet qui retombe, donc il faudrait que finalement les directions d'établissement soient aussi partie prenante et puis qu'il y ait comme, une sensibilisation constante aussi auprès des nouveaux collègues et puis, que ce soit comme, une thématique qui est souvent, reprise, qui fait partie des échanges, au niveau de l'institution et dans les échanges aussi au niveau de la pédagogie, quoi. On relève aussi d'autres,
éléments, il y a peut-être le risque de découragement de certains enseignants parce qu'on se dit, mais en fait, j'y arriverai pas. Puis on a des collègues qui nous disent, mais moi, déjà, je devrais me remettre à jour sur la matière et puis je dois tellement réfléchir à intégrer les nouvelles technologies dans mes enseignements, puis encore maintenant les aspects d'inclusion. Enfin, je vais pas y arriver, quoi. Donc, notre idée, c'est vraiment qu'il y ait du soutien aux enseignants, qu'on leur propose des choses accessibles. Donc, notre guide, on va essayer de proposer des paliers possibles avec des premiers paliers qui seraient très simples, des mesures assez faciles à mettre en place, mais qui déjà aident un certain nombre de personnes. Et puis, que gentiment, si on a du temps au fil des années, on peut augmenter comme ça son aspect inclusif dans les enseignements. Il y a des enjeux d'équité entre étudiants aussi. Il ne faudrait pas que ces mesures d'inclusion, elles donnent le sentiment à certains étudiants qu'ils sont désavantagés ou qu'ils sont un peu prétérités. On a fait un essai un peu malheureux, nous, il y a 2 ans, dans un module, on a donné le même temps supplémentaire à tout le monde. Et en fait, on a des étudiants avec des problèmes 10 qui sont venus nous interpeller à la fin de l'examen parce qu'ils avaient un sentiment d'injustice, parce que finalement, tout le monde avait eu le même temps supplémentaire, quoi. Et puis qu'on n'avait pas reconnu leurs mesures d'aménagement. Puis on s'est rendu compte qu'on avait fait une erreur, en fait, que finalement, effectivement, ce n'était pas une mesure inclusive. Ce qu'on avait fait, être inclusif, ça aurait été de dire, bah, il n'y a pas de notion de temps dans l'examen, quoi. Vous rendez votre copie quand vous avez fini, quel que soit le temps que vous mettez. Puis là, ça aurait été vraiment inclusif. Donc voilà, quand même faire attention à ça. Puis des enjeux de valeur du diplôme, on est aussi de temps en temps interpellé par des étudiants qui disent, ouais, mais si tout le monde peut réussir tous les examens, et puis qu'en fait, on n'a pas besoin de trop s'impliquer, et puis que c'est trop facile, ben, que vaut mon diplôme aussi? Donc quand même un enjeu de garder une exigence et puis un diplôme qui a de l'allure, quoi. Voilà, nous, c'est un peu nos réflexions d'équipe. Et puis qu'on va continuer encore à mobiliser quand on aura les résultats de nos questionnaires. Et puis, c'est une petite boutade, enfin une boutade, un dessin en forme de boutade qui montre que, ben, voilà, à profil différent, on ne peut pas forcément viser un même type d'examen. Donc, c'était aussi cette invitation à une forme de créativité, de réflexion pédagogique pour trouver des astuces. On a réfléchi dans notre équipe au niveau de l'ergothérapie, puis on disait, ben, par exemple, pour montrer un geste métier en ergothérapie, on pourrait dire à un étudiant, ben, vous nous écrivez, vous décrivez le geste, vous décrivez votre manière de le faire, puis vous analysez votre technique par écrit. Puis on pourrait proposer une deuxième modalité qui serait, ben, vous vous filmez en train de faire ce geste sur un de vos camarades, et puis à l'oral, vous commentez ben, la qualité de votre geste, et puis vous faites l'analyse à l'oral. Et en fait, comme là, on essaierait d'évaluer la qualité d'un geste technique, ben, les deux formules pourraient tout à fait fonctionner. Donc voilà, trouver un petit peu des marges de choix, puis qui peuvent aussi rendre notre correction d'examen un peu plus sympathique et ludique. Alors voilà pour les enjeux relevés. Et puis un petit mot de la fin, un schéma peut-être que vous le connaissez, hein, c'est le fameux schéma qui montre un paradigme de société qui est passé peut-être un format plus lié à l'exclusion, à notre paradigme actuel qui se veut inclusif. Dans l'exclusion, ben, on voit que dans le milieu scolaire, ben, ceux qui peuvent y aller, c'est plutôt ceux qui sont un peu «normaux» entre guillemets, puis qui ont des compétences un peu similaires. Et puis toute personne un peu différente peut être en difficulté pour rentrer en formation, même les femmes à certaines époques, qui n'étaient pas forcément admises partout. La séparation, où finalement on va créer des lieux spécialisés pour les personnes différentes. L'intégration, où ils peuvent venir dans notre milieu d'enseignement, mais on leur donne des enseignements quand même spécifiques et spécialisés. Et puis, ben, cet idéal de l'inclusion où le milieu devient tellement bien adapté aussi à différents profils que tout le monde en fait peut y être sans aménagement plus spécifique. Donc ça, c'est un peu voilà, l'idéal comme ça de l'inclusion. Et puis nous, vous l'avez compris, on pense que c'est un idéal en fait, qu'en fait, on devrait certainement tendre vers cet idéal, mais jamais se dire qu'on va y arriver. On pense c'est un idéal utile, mais impossible à atteindre, quoi. Alors, je regarde l'heure, je ne sais plus quelle heure on est. Oui, 18h04. Moi, j'ai fini pour toutes ces parties-là, et puis ben, je rentre volontiers avec vous dans un temps d'échange, et puis aussi de vos expériences ou de vos questions. Et bah, j'y réponds volontiers si j'y arrive. Merci beaucoup.